Alors, bonsoir. Good evening. J'ai déjà envie de jouer avec vous parce que chaque fois que quelqu'un parle en anglais, on met les écouteurs et en français, on les enlève. Mais en tout cas, je m'excuse de ne pas pouvoir parler votre langue. J'en serais ravie. Merci Inès qui va traduire en arabe pour vous. Je serais très curieuse d'entendre sa traduction, mais malheureusement, je n'aurai pas cette occasion-là. Donc, oui, merci tous ceux qui ont organisé cette rencontre, donc de rendre possible que des courants de danse se rencontrent, des courants de danse et des danseurs et des personnes, puisque ma mission aujourd'hui, ici, c'est de vous transmettre quelque chose qui m'a été transmis, donc je suis en quelque sorte une simple passeuse. La chose passe à travers moi et j'espère qu'elle passera vers vous facilement, à travers les mots d'une certaine manière et à travers la pratique que nous allons vous montrer, qui ne sera pas vraiment un show, mais peut-être un anti-show. Vous me le direz après, puisque dans un deuxième temps, si vous le voulez, nous aurons l'occasion de discuter un peu ensemble sur ce qui vous aura intéressé ou vos questions par rapport à ce qu'on va vous présenter. Donc ce soir, je suis chargée de vous raconter un petit peu d'où vient cette pratique qui s'appelle le contact improvisation. Cette forme donc a été inventée dans les années 70 aux États-Unis. Enfin, inventée ou trouvée, je ne sais pas, peut-être qu'en traînant et en s'amusant des gens, on trouvait tout à coup une nouvelle manière de faire quelque chose ensemble et que ce quelque chose puisse les aider à découvrir ensemble. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est, hein, qu'est-ce que c'est la définition de contact improvisation? Et c'est une question intéressante parce qu'il n'y a pas de définition, ou plutôt il y en a plein. Je vais vous en donner quelques-unes. Nancy Stack-Smith, une des premières danseuses de cette forme, a dit « Le contact improvisation est une forme dont la forme est de ne pas avoir de forme. » Ça nous éclaire beaucoup. D'autres ont dit « C'est un art-sport ». Simone Forti, une danseuse d'origine italienne, a dit « Le début du contact improvisation a été comme la découverte d'un nouveau milieu où se mouvoir. Le corps de l'autre comme un milieu formidablement réceptif, coopératif, parce qu'il est une personne. » Une autre danseuse a dit « Le contact est une révolution par le toucher. C'est une révolution contre la tyrannie du non-touché. C'est une politique du mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, rompant avec les codes sociaux et la distance convenue entre les gens. S'engager dans cette danse modifie l'être ensemble. » Alors vous allez me dire pourquoi il n'y a pas une définition de cette nouvelle forme de danse? Et je pense que les personnes qui ont commencé, les jeunes en fait, qui ont commencé à faire ça, qui étaient des danseurs ou des sportifs, ont découvert après l'avoir pratiqué quelque temps, avoir commencé à le montrer en spectacle, à l'enseigner, qu'un peu partout, déjà aux États-Unis, d'autres gens commençaient à le faire, mais ils le faisaient de telle manière qu'ils se blessaient. Donc ils étaient un petit peu ennuyeux puisqu'ils ont essayé d'enseigner cette forme de danse de telle manière à ce que, au contraire, le corps reste en bonne santé. Donc ils se sont dit peut-être qu'il faudrait faire un copyright de qu'est-ce que c'est vraiment le contact improvisation pour ne pas que tout le monde fasse n'importe quoi. Vu qu'il s'agit d'improvisation, bien sûr, on fait vite n'importe quoi. Et c'est ce qui est le propre de l'improvisation d'ailleurs, et le bonheur. Et donc cette question a tourné un petit peu et puis
vu l'état d'esprit dans lequel ils ont commencé cette danse, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas devenir les flics, les policiers, qui allaient vérifier dans tous les studios de danse si la chose était faite correctement. Donc ils ont décidé de lâcher prise, de ne pas essayer de contrôler le phénomène de ce que devenait cette nouvelle chose, le contact improvisation, mais à la place d'inventer un mode de communication qui a pris la forme d'une revue dans laquelle les gens pouvaient échanger leurs idées, échanger leurs expériences, échanger leurs sensations. Donc au lieu d'essayer de contrôler, de vérifier les choses, simplement créer un web finalement. Ça c'était les années 70, ça n'existait pas encore, mais créer un réseau à travers lequel les gens communiquent et qui leur permet simplement de s'enrichir les uns les autres de leurs expériences. Étonnamment aussi, cette forme est née, puisque c'est une nouvelle forme de danse née au XXe siècle, il n'y en a pas tant que ça, elle est née en même temps que la vidéo devenait accessible à tout le monde, qu'on pouvait commencer à filmer. Comme c'est une forme qui est découverte en improvisant, en faisant n'importe quoi, en essayant, le fait de pouvoir la filmer et d'observer les phénomènes qui adviennent quand on improvise, quand on chute, comment on fait un corps tout à coup pour se rattraper, continuer à bouger, ne pas se faire mal, se relever. La vidéo était un instrument vraiment précieux pour pouvoir à la fois se lancer et faire des choses qu'on ne connaissait pas encore, mais pouvoir après l'étudier et l'observer et peu à peu finalement en déduire ce qui deviendra, je dirais pas une technique, mais une approche du mouvement, une approche de la danse. Alors vous allez me dire d'où ça vient, comment une nouvelle forme de danse comme ça peut apparaître. Effectivement, elle ne naît pas de rien. Elle naît dans un contexte particulier aux États-Unis, les années 70. Et elle naît aussi d'un groupe de gens, ou de jeunes gens, qui faisaient plutôt partie de la contre-culture. Donc cette époque-là, c'est l'époque des grands festivals de musique, du développement du rock'n'roll. C'est aussi l'époque de la guerre du Vietnam. Donc c'est une époque où l'Amérique est en guerre, hein, c'est pas nouveau, ça ne s'est jamais arrêté d'ailleurs. Mais l'Amérique est en guerre, mais pas tout le monde est d'accord. Et donc une série de jeunes ne sont pas d'accord avec cette guerre-là. Ils veulent protester à leur manière. En même temps, ils protestent aussi contre le fait que cette société est très organisée et très puritaine, est très aseptisée d'une certaine manière. Les gens se touchent peu. Et à travers le travail artistique, ils ont ce besoin de prendre position. Un autre phénomène dont on peut parler, qui s'est passé juste un peu avant, c'est dans les arts plastiques. Un artiste français émigré aux États-Unis, Marcel Duchamp, a fait observer que finalement l'art, ça peut être tout, que n'importe quel objet peut devenir de l'art à partir du moment où on le regarde d'une certaine manière, d'un certain point de vue, où on le met dans un certain contexte. Et les danseurs vont en tirer une chose en disant, finalement, n'importe quel mouvement, même un mouvement de la vie quotidienne, c'est de la danse. Alors, le mouvement des animaux, le mouvement bien sûr de la nature. Donc tout mouvement peut être danse. Par extension, toute personne peut être un danseur. Il ne faut pas être professionnel pour être danseur. Tout corps qui bouge est potentiellement un danseur, peut développer une pratique artistique. Une autre personne de l'avant-garde américaine s'appelle Anna Halprin. C'est une danseuse qui vit en Californie et qui elle, a développé plutôt un travail dans la nature. Elle s'est interrogée parce qu'elle venait du mouvement de la danse moderne où finalement le chorégraphe tendait à ce que tous les danseurs fassent la même chose que lui. Et dans les compagnies, c'était assez uniformisé, tout le monde dansait de la même manière que Martha Graham, que Doris Humphrey, que toutes ces danseuses-là. Et Anna Halprin a dit, mais moi je ne vois pas comment je pourrais être Martha Graham ou Doris Humphrey. Je suis moi-même, je ne peux pas être une copie de ces personnes-là. Donc elle a cherché des moyens pour pouvoir trouver des formes de danse qu'elle inventait elle-même, qui ne venaient pas de l'apprentissage, de la reproduction.
Et pour ça, elle a été aidée par des chercheurs sur le mouvement, sur la physiologie du mouvement, comme la Margaret Dubler, qui proposait en fait de prendre une partie physique du corps, par exemple, disons l'articulation de l'épaule, et au lieu de dire « mon épaule, elle doit bouger comme ça c'est le modèle », partez de la sensation et voir si je sens cette épaule, dans quel mouvement est-ce qu'elle va m'emmener? Quelles sont les possibilités à partir de l'anatomie de cette épaule? Je sais, je lâche le micro et j'y reviens, mais ça fait partie du mouvement. Cette personne aussi, Anne Alprin, était quelqu'un qui était avait un regard critique sur la société et qui voulait que la danse serve à quelque chose. C'est ainsi qu'à un moment donné, dans son parcours, elle a commencé à utiliser la danse pour revitaliser le corps de gens malades, en particulier à l'apparition du sida. Elle s'est rendue compte que la danse pouvait énergétiser le corps, redonner de l'énergie au corps, redonner de la fierté aux gens, leur donner de la force. Donc elle a commencé à utiliser la danse comme moyen de guérir le corps. Bien sûr, pas guérir le corps médicalement, mais guérir le corps aussi mentalement, le corps du plaisir, le corps de la force, le corps de la joie. Par ailleurs, donc Steve Paxton, l'artiste qui a débuté, dont on dit être l'inventeur du contact improvisation, lui a travaillé avec un chorégraphe américain qu'on appelle Merce Cunningham. Merce Cunningham est un chorégraphe qui était pas mal inspiré par un musicien, compositeur John Cage. Et tous étaient inspirés par la philosophie bouddhiste, par le zen bouddhiste. Et donc par le fait de pouvoir être ouvert à tout. C'est John Cage a pris par extension toujours l'idée de Duchamp, c'est effectivement tout son est de la musique. À partir du moment où je me mets à écouter, c'est moi qui crée la musique en écoutant. Le point de vue de celui qui écoute. Et dans le même sens, Merce Cunningham a dit, mais oui, tout mouvement peut être de la danse, donc on peut marcher, on peut faire la danse des oiseaux, on peut utiliser des tas d'éléments à ramener dans la danse. Et aussi, tout être humain, toute personne de n'importe quelle morphologie peut être un danseur. Il ne faut pas être simplement mince, musclé, grand, etc. pour pouvoir être danseur, dans cette forme de danse-là, évidemment. Et Steve Paxton était frappé de ce discours-là et de voir que finalement, dans la compagnie de Merce Cunningham, il n'y avait que des athlètes, que des gens qui étaient très performants, qui dansaient très rapidement, qui étaient très minces, etc. Donc, en quelque sorte, il s'est dit, mais moi, je serais curieux de voir comment les gens dansent. Vraiment, les gens. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens. Par ailleurs, il observait aussi comment fonctionne une compagnie de danse. Dans une compagnie de danse, il y a la plupart du temps un chorégraphe qui est celui qui organise le spectacle. Il y a parfois un manager, celui qui organise les tournées, un administrateur. Mais en tout cas, il y a énormément de temps et d'énergie qui est passé à ça, à gérer la compagnie, à s'occuper de tout ça. C'est une organisation sociale, je dirais, comme une entreprise, en quelque sorte, si on regarde bien. Et il ne comprenait pas comment une nouvelle danse pouvait être inventée tout en gardant ce système de managing du spectacle qui existait à cette époque-là. Il constatait que Merce Cunningham, par exemple, n'avait plus le temps pour discuter avec ses danseurs. Il n'avait plus le temps de traîner, de chercher. Il était tout le temps en train d'organiser, d'envoyer des invitations, d'organiser les tournées, etc., etc. Donc il a décidé de ne pas faire de compagnie et d'essayer de trouver d'autres moyens de créer la danse et de faire vivre la danse entre des personnes, autre que celui du chorégraphe qui est le directeur et qui décide ce que les autres doivent danser. Son intérêt à Steve Paxton, c'était l'être humain. Et comment finalement, qu'est-ce qui reste dans un spectacle si on enlève tout ce qui est autour? Si on enlève le costume, si on enlève le décor, si on enlève la musique, si on enlève l'argument, la narration, si on enlève tout, qu'est-ce qui reste? Il reste une personne sur scène.
Et donc, il a trouvé ça passionnant juste de regarder les gens. Il a entre autres fait une performance où il demandait simplement à des personnes de tous âges, de toute corpulence, gros, petits, minces, etc., de toute culture, de traverser l'espace, de s'asseoir sur une chaise, de se lever, de traverser. Les actes les plus simples de la vie quotidienne. Et tous les spectateurs ont été étonnés de voir à quel point c'est intéressant de voir quelqu'un qui fait quelque chose de normal, qui ne fait rien d'extraordinaire. Néanmoins, il y a un paradoxe, c'est que quand on essaye d'être normal, surtout sur une scène, vous voyez, moi je suis un peu maniérée là, je n'arrive pas à être tout à fait simple, il y a ce regard sur soi qui vient. Il y a toujours cette autoconscience, self-consciousness, on dit en anglais, de soi-même, qui en quelque sorte transforme la simplicité de l'être humain. Donc comment trouver une manière de mettre l'humain en scène de telle manière qu'il ne soit pas préoccupé de son apparence? Et je pense que le contact improvisation est une des réponses à ça, parce que comme cette forme met la personne dans un état d'urgence, dans un état de chute, de danger permanent, il n'y a pas le temps, normalement, il n'y a pas le temps pour refaire sa coiffure, pour remettre son costume, pour se présenter bien. On est juste en être humain en train d'essayer de parer à l'urgence. Donc c'est une des réponses qu'il a proposées. Très concrètement, ce qu'on appelle le contact improvisation est né quand il faisait une tournée dans une université américaine, à Oberlin College, et qui s'est proposé de distribuer à quelques étudiants, en fait, qui n'étaient même pas des danseurs, à des étudiants, un solo qu'il étudiait pour lui-même. Ce solo était inspiré de la forme de l'aïkido, puisque c'est dans l'aïkido, dans les arts martiaux, qu'il a trouvé comment gérer la chute, une manière autre de gérer la chute pour que la chute ne soit pas un clash, mais puisse se transformer en une énergie qu'on utilise pour le mouvement. Et donc il a enseigné à quelques étudiants ces pratiques-là pour observer les réflexes du corps. Quels sont les réflexes de l'être humain quand il est en train de risquer de se cogner, de chuter, de se lancer dans l'espace sans savoir comment il va tomber. Cette première pièce s'appelle Magnésium. Et je voulais vous en montrer un petit extrait en vous précisant qu'il s'agit de quelque chose qui a été filmé en 72 avec la vidéo. Donc c'est un document ancien. Vous allez voir, ça n'est pas du tout de la haute définition et c'est justement ça qui est très sympathique, c'est que c'est au moins un document très vivant. Le projet se passe dans un gymnase. Les étudiants sont invités donc à pratiquer, à essayer, à expérimenter ce que Steve Paxton leur a proposé, donc de se jeter les uns sur les autres, de se jeter sans savoir où ils allaient atterrir et de voir ce qui se passait. Je vais vous laisser observer, bien sûr. Je vous donnerai quelques éléments par rapport à ce que vous voyez là. Donc il a choisi de le faire sur des matelas, sur des tatamis pour quand même amortir un peu la chute. Vous voyez que les danseurs n'ont pas de costume, ils sont vraiment en training, en vêtements de sport, de pratique. Et ils se mettent dans l'état d'éprouver ce qui se passe quand ils ne savent pas du tout ce qui va leur arriver. Il joue avec le choc entre les corps, avec laisser le corps être pris par la gravité.
Le public est placé en mezzanine tout autour de l'espace de gymnastique et regarde du haut la performance. Aucun mouvement n'a été décidé à l'avance, donc ils essayent des choses. Ils expérimentent. Est-ce que les réflexes vont leur permettre de trouver comment chuter, comment gérer le choc? Comment les corps peuvent collaborer, coopérer dans ce jeu? On voit que l'absence de contrôle, le fait de ne pas contrôler est un peu la ligne directrice du travail, être dans le non-contrôle, lâcher prise, lâcher tout ce qu'on sait du corps, tout ce qu'on sait de manière de bouger. Il explore à la fois la spontanéité, mais aussi quelque chose de très sauvage. Comment retrouver la sauvagerie dans le corps? Qu'est-ce qui se passe si on laisse le corps humain redevenir sauvage? Quelles sont les ressources de ce corps? Comment arriver dans une perte de repères totale? Bien sûr, en même temps, il n'y a rien de violent, les chutes sont tout de même amorties. Il s'agit de collaboration, pas de combat. Alors, est-ce qu'on ferait encore ça aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est un document vraiment qui date d'il y a 45 ans, les années 70. La performance, vous le voyez, est très intense. Elle dure à peu près 7 minutes de cette intensité d'énergie. Et puis, au bout de 7 minutes, ou 10 minutes peut-être, dans le réel, ici c'est un peu plus court, Steve Paxton leur propose de revenir au calme absolu. Donc après avoir déployé une énergie totalement folle, il va leur proposer... C'est un exemple de collaboration, comment on peut collaborer pour soutenir un corps dans sa chute vers le sol. C'est très intéressant d'observer quand on connaît un peu le contact, ou même si on ne le connaît pas, vous verrez après des exemples, parce que quelque part dans cette première performance, tout est déjà là. Le contrepoids, le support, comment les personnes peuvent trouver de la douceur même dans la physicalité, dans la vitesse. Et la question de la survie, puisque toute la question du contact improvisation va se bâtir autour de la survie. Comment survivre à une pareille physicalité? Comment survivre à l'improvisation? Voilà, on arrive au moment où ils vont simplement faire ce qu'on appelle le standing, la petite danse debout, où le travail, c'est juste d'observer ce qui se passe dans le corps quand on ne fait rien. Une forme de méditation. Évidemment, après une danse aussi intensive, vous doutez bien que dans le corps, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de choses à écouter. Mais c'est vraiment la base de la danse, c'est comment je peux écouter mes réflexes,
tout ce qui se passe dans mon corps, aussi bien que tout ce qui se passe dans l'environnement autour de moi. Je serais curieuse d'entendre après vos réactions à cette vision, parce que je pensais toujours en choc de voir ce mode et de dire « Ah, est-ce que c'est de la danse ?» Ben non, on n'en sait rien si c'est de la danse ou pas. C'est peut-être de la post-danse, non pas de la post-moderne danse, mais de la post-danse, ce qui se passe après la danse ou de l'avant, je ne sais pas. En tout cas, c'était la recherche de secouer tout ce qu'on savait pour essayer de trouver autre chose. Et comment, c'est une question centrale, comment trouver quelque chose ? Comment trouver des nouvelles choses dans le corps ou dans la danse ou dans le mouvement? D'où viennent les nouvelles choses? D'où surgissent-elles? Je pense qu'un des intérêts de Steve Paxton a été de dire, plutôt que la danse vienne d'une personne, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer si deux personnes se mettent ensemble à écouter le mouvement qui les bouge. Et donc, comment l'invention peut se passer entre des personnes. Encore quelques éléments par rapport au développement artistique de l'époque. Parmi ce groupe de jeunes dont je vous parle, qui se réunissaient pour expérimenter, il y avait une chorégraphe qu'on appelle Yvonne Rainer, qui à un moment donné a fait un projet qui s'appelle Continuous Project Alter Daily, projet continué, altéré tous les jours. Et dans ce projet en particulier, elle montrait pas seulement une danse, mais elle montrait en même temps la répétition, le processus d'être en train d'inventer la danse. Donc tous les jours, les danseurs inventaient une partie devant le public et la jouaient en même temps. Mais il ne s'agissait plus de montrer un produit, mais vraiment le processus de comment la danse s'invente dans le moment. Et ce spectacle-là, cette performance-là était vraiment un point, je dirais, d'articulation pour qu'un groupe d'artistes arrive à aller vers un projet de totale improvisation. En particulier ce projet du groupe qui s'appelle le Grand Union, où les danseurs venaient et improvisaient totalement devant le public, ne sachant pas du tout ce qu'ils allaient faire avant de commencer. Avec aucune hiérarchie entre eux, tout le monde pouvait tout faire, pouvait aussi bien danser que chanter, que jouer avec des objets, que faire de la mise en scène, que faire une scénographie. Tout était ouvert. Mais en plus de ça, en plus de découvrir dans le moment ce qui s'inventait comme spectacle, ils avaient l'intérêt de laisser entendre au public aussi leur propre cheminement. Donc, en même temps qu'ils faisaient quelque chose, ils étaient en train de dire « Ah ben là, peut-être qu'on va être coincé parce que je ne vais pas pouvoir chanter plus fort que ça, donc je vais être obligé de changer de ton. » Ou ah mais cette scène-là, j'ai l'impression qu'on va aller vers une scène d'amour, c'est peut-être pas la bonne chose à mettre à ce moment-là, on va changer, on va... Voilà. Donc en même temps que la chose se faisait, il la commentait, il l'inventait, tout était à vue, tout était dévoilé quelque part. En même temps, l'invention artistique se faisait et en même temps, elle était expliquée. Donc ce groupe de gens a développé pendant un temps cette pratique dans différents contextes, mais principalement les universités, où ils allaient montrer ce type de performance. Jusqu'au moment où Steve Paxton a trouvé que finalement, même dans un spectacle comme ça égalitaire, il semblait qu'il y avait toujours une bataille d'ego, qu'il y avait toujours une tentative à vouloir se montrer sur scène, et à se montrer à son avantage par rapport à un collègue, par rapport à un autre, prendre la place, prendre la scène. Et que même s'il s'agissait d'un travail de collaboration, il y avait beaucoup d'individualisme et d'ego qui étaient manifestés. Et donc il est revenu à cette question. Comment je pourrais inventer une structure d'improvisation où plutôt que les gens essayent de combattre et de se montrer les uns aux autres, on collabore, on travaille ensemble. C'est là qu'est venu ce début de cette pratique, le contact improvisation, où les deux personnes, puisque je n'ai encore pas donné de définition, les deux personnes qui dansent ensemble s'écoutent à travers le toucher, à travers le contact, en même temps sont en chute permanente vers le sol et donc peuvent se donner aussi en permanence le support mutuel pour amortir la chute, pour soutenir l'élan, pour maintenir le mouvement. Donc c'est à la fois une improvisation qui est très ouverte et à la fois il y a quelques principes comme celui de suivre la chute, de soutenir le partenaire, d'écouter à travers la peau qui guide l'improvisation.
Alors on va y revenir puisque dans la deuxième partie de la conférence, comme on vous l'a dit, il y aura un moment de pratique où nous allons vous danser quelque chose, ou en tout cas vous montrer le processus de cette forme de danse. Mais avant ça, je trouvais intéressant de vous montrer aussi, puisqu'on a vu le tout début du contact improvisation, vous montrer un peu la réflexion qui est issue de là et qui a fait Steve Paxton plus récemment. Donc il s'agit là d'un outil, d'un DVD-ROM qui a été édité en Belgique par l'édition Contredanse dans laquelle je travaillais, avec la question suivante. Comment est-ce que je peux récolter un héritage de danse et le transmettre une fois que la personne qui l'a inventé n'est plus là, entre autres. Mais aussi le transmettre tout simplement, par un autre médium que par le corps, puisque finalement on apprend beaucoup de corps à corps dans la danse. Comme dans cette danse, la gravité, le phénomène de la gravité est premier, est essentiel. La question était comment on peut transmettre l'effet de la gravité sur le corps à travers une vidéo. Steve Paxton a proposé une solution, c'est de dire, tiens, mais, puisque je veux voir la gravité, si jamais on mettait des corps sur une table de verre et qu'on filme par-dessous, on verra l'effet de la gravité, puisqu'à ce moment-là, on va avoir des parties de peau qui vont s'écraser, qui vont changer de couleur, comme vous voyez là. Donc, on peut voir, en quelque sorte, l'effet de la gravité sur le corps à travers la vidéo. Bien sûr, ça ressemble quelque peu à l'apesanteur, si on veut, puisqu'il y a quand même quelque chose de commun entre l'apesanteur et le jeu avec la gravité que propose le contact improvisation. Donc ce DVD-ROM que vous êtes en train de regarder, là j'ai coupé le son, normalement il y a le son en anglais et en français, a été une manière de collecter tout un travail de ce pionnier de la danse contact improvisation. Et on a choisi d'avoir une arborescence qui permet de rentrer dans le mouvement par deux côtés. Donc si l'arborescence nous montre les formes ou les sensations, et en même temps, les architectes qui ont conçu la chose nous montrent cette double spirale qui reprend celle de l'ADN, avec laquelle on peut jouer. Donc si nous allons, si vous voulez bien là-haut, me mettre la pesanteur, la gravité. Donc je suis particulièrement touchée par cette image qui en quelque sorte nous donne à voir tout ce qui se passe dans le corps quand on ne fait rien. Nous voyons simplement, peut-être, Chérif, si on peut baisser un peu la lumière juste pour ce moment-là, ma lumière. Merci. Donc nous voyons simplement une personne qui est debout, immobile. Les pieds sont légèrement dans l'eau pour nous permettre de mieux voir. Tous les mouvements qui sont toujours occupés à réajuster l'équilibre du corps quand nous ne faisons rien. Ça nous montre que dans l'immobilité, il y a un travail permanent de déséquilibre et équilibre qui se fait et qui est vraiment la base de ce qui nous bouge. On va continuer, on va aller voir dans Gravité toujours, juste le moment dans l'eau. Donc une autre manière d'essayer de montrer l'effet de la gravité sur le corps, c'est de mettre encore dans l'eau, puisque là il y a une moindre gravité qui nous permet un peu mieux de ressentir à travers une vidéo, à travers ce médium, quelque chose de la gravité. Donc vraiment la question du DVD-ROM, c'était comment transmettre des sensations à travers des images. Je propose qu'on aille voir maintenant juste encore dans les sensations. Donc autre chose, vous voyez que pour donc Steve Paxton, que je vous présente du coup,
après avoir pratiqué cette forme d'improvisation pendant très longtemps, le contact improvisation, a découvert finalement qu'il y avait quelque chose de très spécifique à étudier au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. C'est pour ça qu'on appelle ce DVD matériel fort d'Espagne. C'est tout le travail d'étude qu'il fait pour étudier à la fois la mobilité de la colonne vertébrale, mais aussi comment nous pouvons rendre conscientes certaines parties de notre corps qui sont la plupart du temps inconscientes. Le DVD essaye de nous montrer tous les points de vue sur le mouvement pour nous permettre d'étudier vraiment très spécifiquement le mouvement. Mais plus que ce qu'on voit, ce qui est important dans ce travail-là, c'est comment c'est les sensations très fines que nous activons au niveau de la colonne vertébrale quand nous travaillons ces mouvements, qui instruisent le corps de nouvelles possibilités et d'espaces du corps qui sont encore inconnus et qu'on découvre en prenant vraiment le temps d'étudier moment par moment. Par exemple, une ondulation, une wave qui n'appartient pas qu'à cette forme de danse, bien sûr. Il y a des tas d'autres formes de danse qui travaillent l'ondulation. Voilà. Je ne vais pas vous montrer plus du DVD-ROM parce qu'il y a beaucoup de matériaux là-dedans qu'on peut voir, mais si vous êtes intéressé, il y aura peut-être moyen dans les jours qui suivent, quand on est là, de pouvoir en voir plus. Ou sinon, on peut trouver aussi online pas mal de choses. Mais juste pour vous donner 2 points, entre le début, la sauvagerie du travail, et puis l'étude sur la colonne vertébrale, comme le cheminement qui s'est fait dans le contact improvisation, entre découvrir quelque chose en expérimentant, et puis peu à peu s'approcher de plus en plus d'une compréhension, mais qui est surtout une compréhension interne du corps, qui nous permet de bouger, de découvrir, espérons toujours, de nouveaux chemins pour le corps et pour la danse. Donc je vais m'arrêter là pour l'exposer, pour que vous puissiez avoir l'occasion quand même d'observer un petit peu de cette pratique dans la deuxième partie. Merci de votre attention.